peut-être, je vais aller très vite. Voilà. Ah oui, c'est pour ça que tes images sont toutes très sombres. C'est parce que les miennes aussi. Enfin, je vais aller très vite parce que globalement, j'allais dire les mêmes choses. En fait, théoriquement, je vais faire le lien entre ton exposé et l'exposé de Thierry, qui a été un petit peu long. Thierry a besoin de temps, donc je vais aller très vite. Et globalement, c'est pour dire à peu près les mêmes choses. Donc c'est plutôt une révision et une prévision. Révision de ce que René a dit et prévision... non, ça je ne sais pas faire, la prévision de ce que Thierry va dire. Bref. Horace Vernet, Marseille imaginaire, mais Marseille avec son territoire. Donc ça a déjà été dit. Ce que je vais juste rajouter, c'est les peintres ne rentrent pas dans Marseille, les peintres vont au port et vont dans le territoire. Toujours de Joseph Vernet, j'ai cherché le rapport aux Bastides, je ne l'ai pas trouvé. C'est-à-dire qu'il n'a jamais peint une Bastide marseillaise, mais il a peint un palais à Toulon. Et d'une certaine manière, d'après les textes que nous avons des Bastides marseillaises, il y avait quelque chose comme ça. C'est-à-dire que comme c'est une conque magnifique, des Bastides, parfois, pas toutes, on voyait l'ensemble du territoire. Et d'une certaine manière, la bourgeoisie qui allait en double résidence dans leur ferme voyait Marseille de loin. Et comme la bourgeoisie voit Marseille de loin, les peintres vont voir Marseille de loin. Alors, les flèches, les voilà. Donc, Vernet, ici, Garibaldi, Olive, D'Alési, déjà démontré, Cézanne. Cézanne regarde Marseille de loin. Et notez un Marseille mité à l'Estac. Une petite maison. Marseille est quelque part là-bas au fond. Hein. Quelques petites maisons et une ou deux usines, toujours avec Cézanne. Des petites maisons, et alors Marseille est n'importe où, enfin loin, loin, loin. Entre Notre-Dame de la Garde, que vous voyez ici, ben non, on ne voit pas ici. Je ne peux pas montrer. Il n'y a pas le petit... Ah si, voilà, il y a la petite main là. Marseille est par là. Donc Marseille de loin. Non, ça je me trompe de flèche. Idem. Alors, l'autre chose qui est regardée par la bourgeoisie et par les peintres, c'est le Vieux-Port. Mais le Vieux-Port, pas plus que lui. On ne rentre pas à l'intérieur. Toujours Joseph. Mais merde, à chaque fois. Toujours Joseph. Après Joseph, nous avons Mout, Signac. J'ai pris des notes parce que de temps en temps, Signac, je le confonds avec d'autres pointillistes dont le nom... Marquet, toujours de loin. Ziem, d'un peu plus près, mais c'est moi qui ai recadré. Korovine. Et on va effleurer la ville. On va rester sur le port, mais toujours avec Ziem, on va effleurer la ville d'un côté, de l'autre, au milieu. Le plus loin où on va avec Ziem, c'est sur le cours d'Estiendorf. Enfin, actuel cours d'Estiendorf. Quelqu'un qui rentre en ville, c'est Garibaldi, pas très loin. Vue classique, la montée des Accoules, toujours Garibaldi. Il me manque une image. Et cette bourgeoisie qui regarde Marseille de loin, la juge de loin. En tout cas, sa vieille ville. Ça, c'est une délibération du conseil municipal de Marseille du 14 mai 1812.
La vieille ville fixe plus particulièrement notre attention. Située à la plus belle exposition, la plus avantageuse pour le commerce, les maisons y sont vastes, la plupart renferment des magasins propres à la conservation des marchandises. À côté de celles-ci se trouvent des habitations plus modestes. Ainsi, le négociant et l'ouvrier, l'artisan et le propriétaire y sont confondus. Et ce mélange utile leur donne les moyens de s'entraider réciproquement. Mais les rues étroites et malfamées de certaines parties de la cité, d'un abord difficile et souvent impossible, contribuent à son discrédit. Donc, mixité sociale, oui. Chienlit, non. Le discours est encore assez tendre. J'en donne un autre, un demi-siècle plus tard, 1855. Ce quartier, formé de rues étroites, tortueuses, à pente abrupte, inaccessible aux voitures et le plus souvent presque impraticable pour les piétons, est couvert de maisons vieilles et étroites, tombant en ruine, où l'air et la lumière arrivent à peine. Cloaques infectes où sont propagées toutes les épidémies qui ont ravagé Marseille. Voilà ce qu'on pense de Marseille quand on la regarde de loin. Alors du coup, Patou essaye de faire Marseille comme Steinberg essayait de faire New York. Sauf que les New-Yorkais aiment New York. Alors que les Marseillais n'aiment que le Vieux-Port et les montagnes autour. D'ailleurs, si vous regardez bien l'image de Patou, vous avez le Vieux-Port et vous avez les collines. Et entre les deux, il n'y a à peu près rien. Alors qu'à New York, si vous voulez, ce qui est vraiment loin et rien, c'est la Russie, la Chine, le Japon. Regardons la vraie carte de Marseille. La vraie carte de Marseille, c'est celle des prix du locatif. En rouge, c'est cher. En vert, c'est vraiment donné. Et en jaune, c'est pas très cher. Donc, vous voyez un peu de rouge. Et c'est le rouge qui était déjà le rouge bastidaire, plus le Vieux-Port. Il y a alors je ne sais pas si vous le voyez, il y a une légère bande rouge, ici, là, sur la rive du Vieux-Port, sur les deux rives du Vieux-Port, il y a de l'orange. Ensuite, il y a le rouge bastidaire, à l'exception d'ici, ce qui est dommage parce qu'il y a des très belles bastides. Et puis bon, il y a les quartiers nord, ça tout le monde les connaît, ils sont verts, mais le centre est jaune. Le centre est jaune, c'est-à-dire qu'il vaut environ de 2000 à 2369 euros le mètre carré. Disons Vesoul. Hein, dans une ville où on est à 4000 euros, ce qui n'est pas beaucoup par rapport à Paris, le centre vaut Vesoul. Ou Maubeuge. Il y a des gens qui habitent Maubeuge? Non? Il y a des gens de Vesoul? La même carte que René, en couleur. Celle-ci. Et quand on n'aime pas sa ville, quand on ne connaît pas son centre, quand son centre, on le fréquente qu'en voiture, eh bien on le démolit. Donc après les délibérations du conseil municipal, dont j'ai lu l'une d'entre elles, et après des avis, eh ben, on va percer la rue de la République, gros chantier, très gros chantier, on va raser les collines. On voulait raser toute la vieille ville. On va créer la rue de l'Impératrice, après, j'ai oublié de dire, la rue de la République, c'était la rue de l'Impériale, on va percer la rue de l'Impératrice. On va démolir les quartiers derrière la Bourse. Avec la complicité et l'aide de la gendarmerie française, les Allemands vont dynamiter maison par maison la ville basse. Et avec l'accord tacite d'une part significative de la bourgeoisie marseillaise, qui est là, qui regarde. Elle n'applaudit pas, hein. De façon encore plus grave, on va aplanir la ville basse, c'est-à-dire que la ville basse qui partait du niveau du port et qui montait jusqu'au panier, on va aplanir le terrain et on va entraver toute circulation possible entre le haut et le bas, si ce n'est par des escaliers qui épuisent les vieilles personnes comme moi. On va faire arriver
C'est pas partout en France qu'on fait ça. Une autoroute au plein centre-ville. C'est Troulch qui a fait cette photo. Il était fasciné, c'était fascinant. Bon, je traîne pas parce que j'aurais beaucoup à en dire, mais bon, je vais essayer de raccourcir. Et voilà les plans de Thierry Durousseau. Alors, ils sont beaucoup plus beaux que ça, hein. Mais c'est l'écran là qui est jaunasse. Franchement, tu es daltonien un peu, non? Ah, c'est de Chantal, pardon, excuse-moi. Donc, Noailles n'est rien. Ah ben oui, mais Noailles n'est rien en 1660, mais vous voyez pas que c'est en 1660. J'ai rajouté une échelle graphique parce que théoriquement il y avait une échelle, mais sur les écrans, les échelles, ça ne veut rien dire. Noailles n'est pas grand-chose. Bon, vous avez eu hier une excellente histoire de Noailles et du tracé de ses rues par Jean-Marc Chancel, donc j'y reviens pas. Vous voyez effectivement la rue de la Palue, les chemins qu'on voyait tout à l'heure, mais où elle est la main, la rue de la Palue, la rue d'Aubagne, et puis une troisième rue ici qui passe par la gare de Noailles. Vous voyez la rue, bon, vous voyez rien du tout d'ailleurs. Ici, ben, toujours Noailles et la rue de Noailles extrêmement étroite. Hein. Noailles tient son nom de cette petite rue minuscule ici. Les chemins sont toujours là. Il y a la création de ces lotissements ici un peu bizarres. D'une certaine manière, c'est dans les murs, mais ça se construit. C'est, pour résumer ce que Jean-Marc Chancel a dit hier, ça se construit comme un faubourg. C'est-à-dire, bizarrement, alors qu'il n'y avait pas de faubourg, qu'il n'y avait pas d'urbanisation, c'est un coin du centre-ville qui se construit comme un faubourg, avec une forte présence des chemins existants, avec une forte présence des bricolages successifs. Ah ben, il est là, il pourra prouver. Voilà Noailles, bricolé. Voilà Marseille en 2019. Voilà Noailles en 2019. Voilà l'extérieur des remparts, le hors-les-murs, les vrais faubourgs. Voilà Noailles dans le centre de Marseille. Voilà les bâtiments post-industriels de Marseille en 2019. Tous les bâtiments qui ont été construits, disons, après 1850, 1840. Il y a la rue de la République, il y a... Et vous regardez, vous remarquerez que Noailles a pris un peu, c'est-à-dire qu'il y a eu le percement, l'élargissement de la rue Noailles, donc prolongement de la Canebière. Il y a eu le cours Liotto avec aussi sa croûte. Ça, ils ont pris cher. Et voilà ce qui reste de la ville pré-industrielle. Et ça, je vous demande de bien le regarder, c'est ce qui reste à Marseille de la ville pré-industrielle. Tout le reste a été cassé. Tout le reste a été démoli. Tout le reste a été démembré. Alors évidemment, on se dit, mais pourquoi ça ne marche pas, la rue de la République ? Ben parce que la rue de la République, elle est en continuité avec rien. Ici, il faut monter 4 étages. Ici, il faut monter 4 étages. Ici, il y a le centre-bourse. On est en contact avec la ville normale, on va dire, au port et à la Joliette. Tout le reste, c'est une tranchée. Ça, ce truc-là, le centre-bourse, ça crée un obstacle entre un passage normal entre le quartier Belzins et ce quartier-là, qui est plus désormais qu'un quartier de grands ensembles. Hein. Le cours Belzins n'existe plus. Voilà, on a tout cassé. Et voilà ce qui reste. C'est peut-être plus net comme ça. Et voilà ce qui resterait si on supprimait le quartier Noailles. C'est-à-dire une ville, un centre-ville fragmenté. D'une certaine manière, ce que la bourgeoisie marseillaise a pensé du centre-ville, ville fragmentée, ville déformée, eh bien elle l'a fait.
Et elle l'a fait comment? Elle l'a fait en démolissant tout ce qui faisait sens et ordre. Et puis ici, pour le fun, ici, là, vous aviez la place aux œufs. Dans Zola, les mystères de Marseille, les émeutes de 1848, si mes souvenirs sont bons, les gens crient « à la place aux œufs, à la place aux œufs, à la place aux œufs », et c'est là qu'ils vont se résumer « on casse ». On casse un peu plus, on casse tout. On y met des casernements à la Libération. On garde 3 autocars, quelques voitures, on construit les Labourdettes, on y met plein de voitures, on fouille, on trouve des ruines, on construit le centre-bourse. Ce qui fait qu'un espace qui avait fait l'admiration de l'Europe entière, le cours Belzins, qui avait rendu malade de jalousie les Aixois parce que le nôtre était ordonné avec des pilastres d'angle, des deux étages nobles, une composition classique formidable, est devenu un grand ensemble de HLM au cœur de Marseille. Voilà, je vous remercie.